Ok, donc je vais vous parler donc, de l'articulation entre l'addiction, les patients experts et le numérique. Je vais faire ma présentation, on va dire, en 4 temps. Je vais vous parler brièvement de la pérédance et surtout de l'émergence donc, du concept de patient expert dans l'addiction. Ensuite, je vais vous parler un peu des différentes facettes de l'addiction aux jeux d'argent et de hasard. Ensuite, je vais vous parler donc ce que j'ai appelé une ethnographie. En fait, c'est la ethnographie d'un forum qui a la particularité d'être modéré par des patients experts. Et ensuite, je vais conclure en essayant d'ouvrir sur des réflexions et des pistes de recherche-action pour le futur. Voilà. Donc, pour démarrer, donc déjà, la pérédance en soi n'est absolument pas nouvelle. Elle existe depuis, en tout cas en France, depuis déjà 1934 avec la création des alcooliques anonymes, par exemple. Mais en fait, par contre, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment son, enfin, disons que c'est vraiment son institutionnalisation et sa reconnaissance par l'État depuis 2009. C'est vraiment son concept qui a émergé depuis 2009, en fait, et qui est reconnu par l'État, et surtout qui a émergé avec l'émergence des maladies chroniques. Donc, je m'explique par rapport à ça. Donc, au départ, on était dans un système centré sur les maladies aiguës, qui s'est progressivement tourné vers les maladies aiguës, les maladies chroniques, par exemple. Pardon. Donc, au départ, on était dans une asymétrie des rapports entre un médecin sachant et un patient dit ignorant, soumis passivement à son médecin dans un modèle dit paternaliste. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le paternalisme médical, où un patient était soumis à la responsabilité de son médecin. Donc, avec la chronicité, finalement, cette relation s'est progressivement équilibrée entre les deux protagonistes, donc le médecin et le patient, ou le soignant et le patient, car en fait, il ne s'agit plus de rapidement guérir ou de mourir. En fait, il s'agit de vivre avec sa maladie sur le long terme. Donc, il faut apprendre, il faut acquérir des compétences d'auto-soin, donc il faut savoir gérer sa maladie, il faut savoir gérer son traitement au quotidien. Il faut aussi acquérir des compétences, disons, plus psychosociales, d'adaptation à la maladie, donc apprendre à gérer ses émotions, son stress, sa confiance en soi, ou encore arriver à en parler à son entourage, par exemple. Donc tout ce savoir dit expérientiel, tout ce savoir expérientiel acquis, finalement, il peut amener plus facilement un patient à remettre en cause la parole de son médecin, de son praticien, et ça va perturber finalement cet ordre social établi avec le paternalisme médical. On commence à avoir une dualité, une symétrie entre les rapports entre un patient et son soignant. De nos jours, avec le numérique, non seulement ils apprennent à vivre avec leur maladie sur le long terme, mais en plus, ils peuvent s'informer. Donc, sur des réseaux, sur des forums, ils peuvent discuter avec des pairs. Donc, bien évidemment, leur savoir expérientiel est encore plus avancé, on va dire. Pardon. Donc, ça, c'était vraiment le côté relation médecin-patient. De leur côté, les institutions françaises, elles, alors disons par une sorte d'enchantement de la pénurie, face à la chronicité des maladies et la crise sanitaire, elles commencent, elles, à donner plus de pouvoir aux patients au sein du système de santé. Donc, notamment, il y a 2 grands événements. Enfin, il y a surtout la loi de 2002 et la loi de 2009. Donc, en 2002, il y a eu après les fortes mobilisations associatives des années 90 liées à la lutte contre le VIH, il y a un nouveau modèle politique qui émerge, qui est appelé la démocratie sanitaire. Donc ça, ce concept de démocratie sanitaire, ça a été cristallisé par les pratiques des associations de patients. Et c'est un concept qui suppose la participation citoyenne des usagers dans les décisions de santé publique les concernant. Donc, intégrés par exemple au sein d'une association, les patients peuvent devenir militants, activistes, donc par exemple par l'élaboration d'états généraux. Donc voilà, donc c'est un rôle de porte-parole qui est complètement consolidé par la loi de 2002 et qui permet donc à un réseau associatif, donc pas seulement le patient, mais aussi tout un réseau associatif d'être vraiment perçu comme un représentant des usagers aux yeux de la loi française. Le patient est de plus en plus reconnu, mais le titre n'était pas encore institutionnalisé. Il a fallu attendre 2009 avec la loi HPST. Donc cette loi, en fait, elle met en exergue l'importance d'une approche pluridisciplinaire dite centrée sur le patient, et donc non plus uniquement centrée sur la maladie. Donc là, on change complètement de système. On était au départ sur la maladie avec un médecin très paternaliste. Maintenant, le patient commence à prendre de plus en plus de pouvoir.
Et en plus, on commence à essayer de faire une prise en charge pluridisciplinaire autour de lui, centrée sur lui et non plus sur ses symptômes. Donc, on essaye vraiment de prendre aussi bien donc, sa maison, son domicile, son transport, comment par exemple emmener des médicaments dans l'avion, dans les transports, que faire si la pharmacie est fermée. Donc, c'est vraiment prendre en charge tout le patient en entier. Donc, ces séances de TP, une fois que ça a été institutionnalisé, à partir du moment où c'est institutionnalisé, c'est en fait en France remboursé. Ça veut dire que toutes les maladies chroniques, ou ce qu'on appelle des ALD, des affections longue durée, en France, c'est remboursé en totalité par la sécurité sociale, l'assurance maladie. Donc, à partir du moment où ça a été institutionnalisé, ça veut dire qu'un médecin pouvait prescrire une séance d'éducation thérapeutique pour ses patients, qui était complètement remboursée. Donc, c'était quand même une formidable évolution. Sauf que, c'est pas sauf que, mais pour pouvoir faire ces nouvelles formations, cette nouvelle approche pédagogique, bien sûr, il faut former les soignants à cette nouvelle approche pédagogique. Donc, les soignants, un médecin qui va être formé à cette nouvelle approche va devenir en général un coordinateur. Les autres soignants vont être des éducateurs. Et en fait, des patients associatifs, au départ, c'était surtout des bénévoles associatifs, on va dire, peuvent aussi être formés pour former, pour accompagner d'autres patients. Et eux, quand ils sont formés à l'éducation thérapeutique, donc c'est une formation de 40 heures, ils obtiennent le titre officiel de patient expert. Donc en fait, tout le patient expert, le terme, tout vient de là. Maintenant, ça c'était il y a déjà quelques années. Au début donc, on avait des formations certifiantes qu'on passait majoritairement avec des associations de patients. Maintenant, on a carrément des formations diplômantes avec l'Université des patients de Pierre et Marie Curie. Et dernière innovation, on a la VAE, donc la validation d'acquis d'expérience. Donc, validation d'acquis d'expérience, c'est complètement M'excuse de innovant. vous interrompre, Caroline, c'est parce que les diapositives ne tournent plus. Je ne sais pas si on peut avoir de l'aide. Là, Oui, enfin, non, nous, c'est on bon, est en fait. encore, ce qu'on voit à l'écran, c'est émergence du patient expert. Est-ce qu'on est toujours là ou Oui, alors en vous fait, aviez pardon, je vous continué? explique. Alors, j'aurais peut-être dû faire des petits schémas. OK, parfait. C'était juste que je vous écoutais parler, puis j'avais un commentaire qui arrivait par le chat, puis je voulais m'assurer que. Parfait. Oui, Je m'excuse de vous avoir interrompu. non, j'ai peut-être pas été pas très claire. En fait, j'aurais dû vous montrer avec mon curseur. Donc, sur mon écran. Donc, si je reprends, c'est pour vous expliquer un peu l'évolution et comment a émergé le concept de patient expert et surtout sa titularisation avec le TP, avec l'éducation thérapeutique du patient. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que maintenant, finalement, il y a plusieurs façons de former, d'être patient expert. Il y a plusieurs façons, des formations certifiantes, des formations diplômantes et maintenant, nouvellement, les validations d'acquis d'expérience. Ce que je voulais vraiment montrer en fait dans cette slide, c'est qu'avant d'être un patient expert, bien sûr, on est patient. Avant d'être patient, on est malade. Et avant d'être malade, on est un individu lambda. Pour passer d'un individu, quand on devient malade, quand on a une apparition de symptômes et qu'on a l'annonce d'un diagnostic par un médecin ou par un père ou par quelqu'un. Ensuite, on devient vraiment patient quand on est pris en charge par un médecin ou maintenant par l'ETP, par le parcours de soins pluridisciplinaire. Et ensuite, on devient patient expert une fois qu'on a intégré une association de patients et qu'on a été formé au préalable pour accompagner d'autres patients. D'accord? Donc ensuite, il n'y a pas de. Alors, pardon. Il y a différentes façons, on va dire, d'être expert quand on est patient. On peut être un patient activiste, comme je vous l'avais dit, quand on veut mettre par exemple en place des états généraux. Il y a les patients formateurs, il y a les patients enseignants. Donc, les patients enseignants, c'est des patients qui vont former des soignants. On a des médiateurs santé-pairs, donc ça, c'est plutôt dans la santé mentale, dans les maladies psychiatriques. On a des patients navigateurs pour faire naviguer dans le système de soins. Donc, le patient expert, c'est très, très large. L'expertise patient, la paire aidant, ça regroupe énormément de missions différentes. Voilà. C'était pour faire une petite introduction sur l'expertise patient, sachant que l'addiction, le patient expert dans l'addiction, la paire aidance dans l'addiction n'est absolument pas nouvelle. C'est par contre la notion de patient expert dans l'addiction qui est plus précoce. Donc, si maintenant je parle de l'addiction, pour essayer de joindre un petit peu tout ça, addiction et patient expert. Donc, l'addiction, c'est un processus biopsychosocial, c'est-à-dire qu'il touche absolument tous les niveaux, toutes les échelles.
Donc, si je veux, par exemple, j'ai un peu l'habitude dans mon travail, en fait, j'aime bien visualiser, donc c'est un concept qui est tiré de Dominique Desjeux, donc professeur en anthropologie. Lui, il parle d'échelle. Donc, il divise en fait l'observation de l'humain, il le divise en différentes échelles. Il dit qu'à l'échelle macrosociale, donc c'est là où on va voir la macroéconomie, c'est là où on va voir des courbes lisses. On va voir, par exemple, l'efficacité d'une application, pour reprendre la présentation d'avant. On va voir les consommations d'alcool, on peut voir les consommations en termes de vente. On peut voir, voilà, on peut voir différentes choses, mais ce sont des résultats lisses. À une échelle mésosociale, on va plutôt voir les jeux de groupes d'acteurs, on va voir le marché, on va voir les organisations, les institutions, les lois, les règles. Voilà, on va voir par exemple l'acheminement des substances illicites, ce que je montrais, pour expliquer pourquoi finalement peut-être la France est un peu une plaque tournante et dans un positionnement idéal euh, pour l'acheminement des substances illicites. Par exemple, à une échelle microsociale, on va plutôt voir les situations où on va consommer, par exemple. À une échelle micro-individuelle, on est plutôt sur l'individu lui-même, donc avec ses pensées, ses croyances, ses symptômes. Ça, bon, là, j'ai mis un cas de si la personne est triste avec son alcool, mais ce n'est pas forcément le cas. Voilà, donc il y a différentes échelles, différents zooms, et tout en bas, on a la neurobiologie. Et en fait, moi, je me balade un peu dans toutes ces échelles. Donc, pour donner un petit exemple, pour mieux comprendre, donc échelle macrosociale, on peut avoir par exemple la baisse de consommation d'alcool en France. Donc, on peut voir que la France est un très fort pays, enfin, malgré que c'est fortement diminué, que les ventes d'alcool aient fortement diminué, on reste quand même un des pays les plus consommateurs d'alcool au monde. Donc ça, ce sont vraiment des chiffres lisses. On va pouvoir voir avec la consommation des jeux d'argent et de hasard, on va voir justement on va pouvoir voir des proportions, on va pouvoir répartir les personnes en fonction de leurs usages de jeu, ou alors le nombre de personnes en fonction de leur sexe, en fonction de leur âge, en fonction de leur catégorie sociale. Donc on voit des résultats lisses en fonction de paramètres sociologiques, sociodémographiques, socio-économiques. Ça, c'est l'échelle macro. À l'échelle mésosociale, on va plutôt voir donc un peu les groupes d'acteurs. L'organisation, je vous parlais un peu des flux, par exemple, les marchés ou les flux de substances illicites. Donc là, à cette échelle, on va vraiment voir, par exemple, en ce qui concerne les jeux d'argent et de hasard, on va voir les principaux acteurs, les principaux vendeurs finalement de jeux. Donc, en France, il y a 3 principaux acteurs sur le marché. Il y a la Française des Jeux qui s'occupe du loto et de tous les tickets à gratter. Il y a le PMU, Paris Mondial Urbain, qui va s'occuper de Mutuel Urbain, pardon, qui va s'occuper de tous les concours hippiques, par exemple tous les paris sportifs. Et ensuite, on a les casinos et plus récemment, on a eu les jeux en ligne qui sont apparus. Donc ça va expliquer, on va pouvoir comprendre, c'est une partie explicative, si vous voulez, d'un comportement humain, mais ça n'explique pas tout. Donc là, je parlais de la consommation, mais comment finalement on va passer d'un jeu récréatif au jeu pathologique? On ne peut pas le voir à une échelle macro, on ne peut pas vraiment non plus le voir à une échelle méso. Ça, on va les voir aux échelles en dessous, si vous voulez, au zoom plus gros. Donc, si je prends par exemple l'exemple du jeu, on peut regarder toujours à des échelles macro, on peut voir qu'il y a 1,3% de personnes qui auraient, par exemple, qui seraient des joueurs pathologiques, il y aurait 2,2% qui seraient plutôt des joueurs problématiques. L'ensemble, on appellerait les joueurs excessifs, ce seraient les joueurs problématiques et les joueurs pathologiques. Donc ça, on voit bien une échelle macrosociale, on voit des chiffres. Mais on ne voit pas comment la personne devient pathologique, comment elle devient excessive dans sa pratique de jeu. Généralement, dans le jeu, on parle de 3 grandes phases, c'est-à-dire qu'il faudrait toujours en soi, toujours une phase de gain qui donne envie de rejouer pour regagner, sauf qu'on ne regagne pas tout le temps, systématiquement, et en fait, va s'en suivre des phases de perte consécutives, successives, et ensuite, bien sûr, une phase de désespoir, parce que la personne ne peut jamais regagner son argent. Donc ça, c'est un peu une façon très, très générale de voir comment on pourrait devenir addict. Il y a d'autres auteurs qui ont essayé de montrer, donc ont essayé de faire des typologies, des catégories psychosociologiques de joueurs, donc entre des décalés, des élitiers, des entreprenants, des aventuriers, des conservateurs. Et il se trouve que les personnes qui auraient plutôt un profil aventurier, seraient plutôt des profils à risque de devenir pathologiques. Ensuite, donc c'est une façon de lire, si vous voulez, l'addiction, une façon d'observer le monde.
il y a d'autres auteurs, donc comme Zuckerman, qui essaient de chercher un peu des traits de personnalité. Donc lui, il avait fait toute une échelle. Donc, c'était une échelle avec 40 items, 4 composantes principales. Et dans les 4 composantes, il y avait la susceptibilité à l'ennui. Donc, je crois qu'il y avait la désinhibition, la recherche d'expérience, la recherche d'aventure et de danger, et il y avait la susceptibilité à l'ennui. Bon, bah, dans son échelle, dans cet outil d'évaluation, il se trouve que seule la composante susceptibilité à l'ennui, a priori, différait entre un joueur occasionnel régulier et un joueur occasionnel, et un joueur pathologique ou excessif. Voilà. Donc ça, c'est des façons d'essayer de traduire, de comprendre pourquoi les personnes deviennent addictes plus que d'autres, comment se passe le processus d'addiction, voilà. C'est histoire de comprendre. À une échelle plus micro-individuelle, on va aller voir par exemple les attentes et les croyances. Donc là, c'est le modèle de Beck. Donc lui, il estime qu'il y a 7 types d'attentes de croyances, donc 7 types d'attentes de croyances positives de la consommation, finalement, qui vont induire la consommation. Donc ces attentes, ça peut être donc l'ennui, comme on l'a vu, lutte contre l'ennui, l'anxiété, la dépression, aussi l'idée qu'on ne peut pas s'en passer, qu'on va souffrir si on n'en a pas, pour le plaisir, la stimulation, pour se désinhiber socialement ou intellectuellement, et puis donc pour un équilibre psychologique. Donc ça, c'est les 7 types d'attentes qu'il avait répertoriés. Et ces 7 types d'attentes vont entraîner des pensées automatiques qui elles-mêmes vont entraîner un craving, donc l'envie de consommer. Cette envie de consommer va induire des croyances permissives. Donc les croyances permissives, ça sera tout ce qui sera justification, rationalisation. Donc allez, juste un ou deux, un dernier verre, seulement cette fois. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, j'ai bien le droit à une récompense. Donc là, c'est vraiment des croyances permissives, des justifications, de la rationalisation pour s'autoriser à aller consommer. Donc ensuite, on recherche la substance, c'est plus ou moins difficile en fonction de la substance, et on va ensuite consommer. Donc soit consommer, soit reprendre, soit rechuter si on avait décidé de ne pas consommer. Donc ça, c'est un modèle micro-individuel. À l'échelle neurobiologique, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a deux grands éléments clés qu'on connaît. On sait que ça va hypoactiver le système de la récompense. On sait qu'on va avoir moins de récepteurs dopaminergiques au niveau du striatum ventral. Donc, un souci au niveau du système de la récompense. Par contre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence de récepteurs dopaminergiques dans le jeu pathologique. Bon, peut-être parce qu'il n'y a pas de substance en soi, mais le mécanisme addictif, on va le voir, est complètement le même. En revanche, il n'y a pas de récepteurs dopaminergiques, de diminution des récepteurs, mais il y a quand même une hypoactivation du striatum ventral, du circuit de la récompense. Donc il y a quand même quelque chose à éclaircir au niveau neurobiologique, tout n'est pas clair. Il n'empêche que l'addiction, c'est un processus biopsycho-environnemental. J'essaie de vous montrer un peu différents zooms, mais je pense que vous avez déjà compris que tout est lié, tout va ensemble. Donc finalement, au début, on a une consommation de plaisir, donc on va avoir du renforcement positif. Donc ça va activer notre circuit de la récompense, renforcement positif. On va vouloir répéter, on va vouloir reproduire la situation. Donc là, on va arriver dans une sorte de routine comportementale, une habitude. Et ça va passer au striatum dorsal. Donc il y a aussi beaucoup de récepteurs dopaminergiques, mais ça va plutôt s'occuper. Par exemple, les parkinsoniens ont des problèmes au niveau du striatum dorsal. Donc là, on est vraiment plutôt dans la partie motrice. Dans le striatum ventral, c'est plus la partie émotionnelle, si vous voulez. Et toute la partie motrice, tout ça, toute cette routine comportementale, le fait de passer d'une nouveauté à une routine, ça va activer aussi tout un système de stress, ça va activer plein de modifications biologiques, ça va activer tout l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc ça va faire réagir absolument tout notre corps et ça va induire des modifications biologiques. Ces modifications biologiques vont faire qu'on va se sentir mal sans substance et donc, pour se sentir bien, on va vouloir consommer. C'est le renforcement négatif. Voilà. Et ensuite, à long terme, plus on a des préoccupations, des attentes, là, ça va carrément toucher l'amygdale, ça va toucher l'hippocampe. Donc là, ça va complètement dérégler finalement tout ce qui est le traitement de l'information contextuelle. L'hippocampe se charge justement de la mémoire épisodique et aussi de l'orientation spatiale. Donc tout va être complètement déréglé, tout ça se dérègle. Donc on va avoir un contrôle exécutif affaibli, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Donc tout le contrôle exécutif affaibli. Le souci, c'est que le contrôle exécutif, c'est vraiment lui qui va permettre l'inhibition de l'action, qui va pouvoir permettre de la flexibilité. Donc, toutes les fonctions exécutives sont très, très importantes pour maintenir son sevrage, ou en tout cas contrôler
ses envies, ses pulsions, son craving, quand on en a envie. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est biologique, mais c'est aussi dû à l'environnement, c'est aussi dû à tout ce qu'on voit, et tout ça est complètement mêlé. Bon, je vais passer là-dessus parce que je crois que j'ai pas trop. Alors, les déterminants de la rechute, il y a plein de déterminants. Donc, il y a la biologie, on sait très bien ce qui se passe d'un point de vue biologique, pas tout, mais on a quand même compris plein de choses. Ensuite, on a des déterminants. Donc, il y a l'auto-efficacité, on a parlé juste dans la présentation avant. Donc, les attentes, le craving, il y a la motivation de la personne, il y a ses stratégies de coping. Est-ce qu'il y a plutôt être dans des stratégies évitantes, des stratégies de résolution de problèmes? Bon, il se trouve que les personnes en général qui souffrent d'addiction, généralement, ont plutôt des stratégies de coping évitantes, donc plutôt centrées sur la gestion des émotions et non pas sur la gestion de son problème, la résolution de problème. Bon, après, il y a des états émotionnels, il y a aussi des soutiens sociaux, la pression sociale, les conflits. Bon, il y a plein de choses. En fait, Marla, lui, a essayé de regarder dans différents types d'addictions et s'est rendu compte que chez les joueurs pathologiques, c'est surtout les déterminants interpersonnels, donc les conflits, la pression sociale, qui allaient induire, d'après lui, plus une rechute, plus que les déterminants intrapersonnels. Bon, j'en arrive finalement à ce que je fais à l'anthropologie de l'innovation en santé. Comprenez pourquoi je vous parle de ces échelles, en fait, finalement. C'est que donc, je suis anthropologue de l'innovation en santé et j'essaye d'accompagner le changement, d'accompagner les innovations. Donc, je considère une innovation, en fait, en 3 grandes parties. Il y a son invention, il y a sa création. Donc là, c'est toute la symbolique, l'imaginaire de l'inventeur, les enjeux, les objectifs de départ. Mais on est vraiment dans la symbolique, on est dans l'idéal des mondes, on est dans la théorie. Donc là, on est vraiment à une échelle micro-individuelle. On est dans le libre arbitre, dans le choix, on est dans ses croyances, ses attentes, on est vraiment là-dedans. Ensuite, quand il faut mettre en place un projet, quand il faut mettre en place ce projet, il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui va se mettre en place pour la mettre en place. Et là, j'ai plutôt observé les interactions, les rugosités sociales entre les groupes d'acteurs. Ça serait plutôt à une échelle mésosociale. Et ensuite, c'est la partie où j'agis le plus, c'est ce qu'on appelle donc la réception, l'usage de l'innovation. Et là, je vais essayer vraiment de comprendre l'itinéraire d'acquisition, de consommation d'un bien ou d'un service, le choix individuel, comme je vais plutôt le considérer comme une construction sociale. Voilà, je vais essayer de regarder les impacts psychosociaux et aussi cognitifs. Bon, je vais regarder un petit peu de tout, mais je vais regarder surtout la réception. Je vais essayer de comprendre l'usager final. Il y a différentes façons de procéder, différentes techniques, on va dire. Il y a des observations participantes, donc de l'innovation en train de se faire. Donc, Latour disait, pour bien comprendre une innovation, il faut l'observer en train de se faire. Donc, c'est exactement ce que j'essaie de réaliser en faisant de la recherche-action. On met en place des projets et on les analyse tout au long de leur évolution jusqu'à leur réception. Et à la réception, on fait plutôt donc des tests utilisateurs, d'expérimentation, mais je fais aussi des observations d'usage in situ, des entretiens semi-directifs pour vraiment observer leurs usages et surtout les contraintes associées. Donc, en fait, mon travail, ça va vraiment être de rechercher donc, les situations explicatives du comportement ou les situations explicatives d'un changement. Je pars du principe qu'entre le discours et la pratique, il y a toujours un écart entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et ce qui expliquerait ces contraintes, enfin, ce qui expliquerait cet écart, ce seraient les contraintes du jeu social. On pourrait voir à une échelle microsociale. Donc, je vais essayer de chercher à l'échelle microsociale donc, les événements déclencheurs de la consommation ou les événements déclencheurs du sevrage, toutes les normes, les codes, les institutions, les interactions sociales, les rapports de pouvoir, et aussi les objets, les conditions matérielles. Donc, je vais vraiment essayer de comprendre le pratico-pratique de leur vécu. Je vais aussi m'intéresser à leurs croyances, à leur imaginaire, mais je vais plutôt m'en servir, disons, comme... Donc, pour moi, un imaginaire, ça va donner du sens aux pratiques. C'est le sens que les individus vont mettre à leur pratique, mais ça ne reste que du discours. C'est intéressant, c'est leur croyance, mais ce n'est pas le concret. Je m'intéresse plus au concret. Et je prends le discours quand même comme quelque chose d'illustratif. Voilà, c'est ce qui permet d'expliquer les pratiques des gens, c'est le sens que les personnes se mettent à leur pratique. Voilà. Comme je viens aussi du monde un peu des neurosciences et de la cognition, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est bien évidemment les troubles psychiatriques, les troubles des fonctions exécutives, de la mémoire, de l'attention. Et plus précisément, je m'intéresse beaucoup aux troubles des émotions et de la cognition sociale. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu plus le propos et que vous compreniez un peu mieux où je veux en venir, je vais vous parler en fait de la ethnographie, donc d'une ethnographie d'un forum. Donc, la méthode que j'ai utilisée pour ça. Donc, un forum qui avait
notamment donc, la particularité d'être modéré par des patients experts. Donc, c'était une étude exploratoire qui avait été faite, donc qui avait été commanditée par le Fonds Action Addiction, créé par le professeur Reynaud, donc malheureusement décédé en juin dernier en cours de l'étude, mais qui était remplacé par donc, le professeur Benyamina. Et donc, en fait, initialement, ce Fonds Action Addiction, ils ont plein de missions diverses et variées, mais notamment, ils ont mis en place une plateforme d'appui et d'échange sur l'addiction qui s'appelle le Village AddictAid, qui est modéré donc par des patients experts formés au préalable. Ces patients experts, ils appartiennent à l'association France Patients Experts Addiction, donc FPEA, et avec donc, cette association, avec le fonds Addiction, en fait, ils sont en train de créer donc cette fameuse certification VAE dont je vous ai parlé au tout début. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à lire un article dessus, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc d'Alain Dejeau, qui est donc responsable de la création de cette VAE. Donc, la problématique finalement de l'association, du fonds Action Addiction, c'est que sur le forum, donc le forum marche bien, ça se passe très très bien, sauf qu'il y a très peu de joueurs. Très très peu de joueurs. Les joueurs finalement ne viennent pas sur le forum. Or, il se trouve que on sait que les joueurs excessifs de base ont moins tendance à aller consulter un addictologue ou autre professionnel de santé comme les XAPA, etc. Même des groupes de parole, ils n'ont pas vraiment tendance à aller consulter un médecin parce qu'en fait, ils ne considèrent pas ça vraiment comme une maladie. En tout cas, ils ont moins tendance à aller voir des médecins que les autres, que les deux autres personnes, que d'autres types de substances. Donc, je me suis demandé finalement, on s'est demandé quelle était l'utilité du forum pour les joueurs pathologiques. Pourquoi ils ne viennent pas? Ou quelle est l'inutilité? Qu'est-ce qui fait que les personnes viennent sur le forum? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur le forum? Donc, pour évaluer des technologies, on parle beaucoup d'acceptabilité des technologies. Donc, c'est plutôt un langage qui est utilisé en ergonomie ou en psychologie cognitive. Il y a 3 grands termes. Il y a beaucoup plus de modèles, mais 3 grandes notions importantes. Il y a l'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité sociale. Donc, l'utilité, c'est vraiment la cohérence entre les besoins opérationnels de l'usager et les fonctionnalités de l'outil. L'utilisabilité, c'est est-ce qu'il sera facile d'accès, facile d'utilisation, etc. Est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est sérieux? Donc, utilisabilité, par exemple, du forum. Et ensuite, l'acceptabilité sociale, c'est qu'est-ce qui va faire que la personne va maintenir son usage, va persister, va résister, va continuer d'utiliser une technologie. Donc finalement, pour comprendre un utilisateur, pour comprendre les visiteurs du forum, pour savoir comment... Donc pour prédire, optimiser l'acceptabilité du forum et savoir si les utilisateurs vont venir ou pas venir, ou pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent, quels sont leurs déclencheurs, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils viennent chercher sur le forum, ça, en fait, ce sera vraiment l'utilité. Donc moi, je me suis intéressée à l'utilité. Donc, les besoins des personnes, les besoins des visiteurs. Que viennent chercher les visiteurs sur le forum? Donc, déjà, qui sont les personnes? Quelles sont les grandes thématiques de discussion? Quelles problématiques soulèvent-elles? Que viennent-elles chercher? Est-ce que c'est un élément qu'elles ne peuvent pas trouver ailleurs? Ou est-ce qu'elles peuvent le trouver ailleurs, mais elles veulent aller le voir sur le forum pour X ou Y raison? Et finalement, quelle est la diversité des profils de visiteurs sur ce forum? Et comment on pourrait les répartir? Comment on pourrait les différencier? Sous quels critères? Donc, comme il n'y avait pas beaucoup de personnes sur le forum jeu, on était parti dans l'idée avec le professeur Reynaud de partir d'une base comparative sur l'alcool. Là, il y a plus d'une centaine de discussions. Vous pouvez largement, il y avait de la matière. Donc, il faut plutôt comprendre dans un premier temps l'alcool, que viennent chercher les personnes sur le forum, et essayer de comparer après par rapport au jeu. Une fois qu'on avait une base de données comparative un peu plus solide. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, très brièvement, échantillonnage. Donc, vous voyez, on a 2 personnes. Au départ, on n'avait que 2 joueurs qui amorçaient la discussion. Oui, je voulais prendre que les personnes qui amorçaient leur discussion. Parce que dans l'alcool, sinon, ça fait beaucoup trop de personnes. Dans l'alcool, rien que les personnes qui amorçaient une discussion, je ne parle pas des autres personnes qui vont répondre sur le forum. Toutes ces personnes-là, en fait, elles étaient déjà 113, ce que j'ai appelé des amorceurs. Donc, quand j'ai pris que les amorceurs de discussion dans le forum jeu, j'ai trouvé que 2 joueurs d'argent. Après, il y avait des joueurs de jeux vidéo. Voilà. Donc, finalement, j'ai rajouté dans le forum jeu, j'ai rajouté tous les joueurs que j'ai pu trouver, même ceux qui n'avaient pas amorcé leur discussion, pour en arriver à un total de 11, ce qui n'est quand même pas énorme. Donc, j'ai essayé de les répartir. Il y a quand même un premier constat important, c'est qu'il y a quand même un quart de proches dans l'alcool qui viennent sur le forum. Et on voit bien à la règle dans la partie
partie de gauche, pardon. Là, on voit qu'il y a quand même 5 mères qui viennent discuter, un seul joueur de jeux vidéo, 5 mères qui viennent discuter pour leur fils. Et que là, il y avait 2 joueurs et 3 proches. Donc sur le forum, il y a quand même une grosse partie de proches, donc il y a quand même une action à faire là-dessus. Et justement, en cours de confinement, il y a eu un sujet, une thématique sur les proches qui est sortie. Donc, si je regarde un peu les enjeux de visite des amorceurs de discussion, j'en ai trouvé, on va dire, 5 grands. 5 pour essayer de les trier, pour essayer de les catégoriser. Il y a les personnes qui se posent des questions, qui viennent sur le forum parce qu'elles essaient de se diagnostiquer. Suis-je addict? Ai-je un problème? Donc là, elles recherchent plutôt un outil de mesure, elles recherchent un diagnostic finalement. Ensuite, il y a les autres personnes qui disent « j'ai un problème, je veux changer ». Donc soit ils savent exactement comment ils veulent changer, soit ils cherchent un peu des informations pour décider entre le sevrage total ou alors plutôt une réduction des risques, donc RDR. Donc là, ils vont vraiment sur le forum pour rechercher des solutions pour accompagner leur changement. Ensuite, il y a ceux qui sont vraiment dans leur tout premier pas de sevrage, donc au premier jour jusqu'à un mois à peu près, et qui sont, eux, ils recherchent beaucoup d'informations déjà, parce que majoritairement, ils sont très surpris par les symptômes de manque, et ils recherchent des informations et des encouragements au quotidien. Ensuite, il y a ceux qui rechutent. Dans ceux qui rechutent, on peut encore les rediviser. Il y a ceux qui ont peur de rechuter, mais qui n'ont pas encore rechuté. Il y a ceux qui ont très envie de rechuter, mais qui n'ont pas encore rechuté, mais qui viennent quand même sur le forum pour dire « j'ai envie de rechuter ». Ensuite, il y a ceux qui viennent de rechuter et qui sont repartis, on va dire, dans le processus rouge, un peu, qui disent « bon, je viens de rechuter, mais je suis motivé, je recommence ». Et donc là, ils viennent sur le forum pour trouver de nouvelles idées, étant donné que les leurs ont échoué. Ils sont repartis, ils sont motivés. Et ensuite, il y a une 4e catégorie au sein de la catégorie des rechuteurs, on va dire. C'est vraiment les désespérés, ceux qui rechutent toujours et qui viennent sur le forum, ils sont complètement désespérés. Donc eux, ils recherchent donc, de la motivation. Au sens général, ils recherchent plus de la motivation, du soutien social sur le forum pour résister, pour recommencer le processus, mais ils cherchent vraiment du soutien social. Et ensuite, une 5e catégorie, c'est les personnes qui résistent. Donc voilà, elles peuvent vouloir alerter, accompagner, soutenir leur père. Donc elles cherchent plutôt à témoigner, voire pourquoi pas peut-être à être recrutées. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, donc le premier, donc ce qu'on appelle le processus d'introspection, les personnes veulent comprendre leur consommation. Elles veulent comprendre leur consommation, donc elles sont à la recherche de signaux d'alerte. Donc ça peut être une consommation qui serait secrète, ritualisée, une consommation sociale mais régulière, ne pas savoir s'arrêter ou voir que les pulsions augmentent et l'envie de consommer avec. Donc ça, ce sont des signaux d'alerte qu'on trouve sur le forum et qui inquiètent les personnes. Donc elles se demandent, est-ce que ça, c'est inquiétant? Dans le jeu, il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde non plus, mais dans le petit échantillon qu'on avait, il n'y a que des proches qui se posent des questions sur la consommation de leurs proches. Parce qu'ils mentent, ils les volent, et voilà. Donc là, les proches sont plutôt désespérés, mais on n'a pas trouvé de joueurs qui se posaient des questions. Toutes les personnes étaient déjà dans l'étape d'après. Donc là, le rôle d'un modérateur, c'est vraiment informer sur l'addiction, les comportements pathologiques, et proposer des outils donc d'aide au diagnostic, d'aide au processus de diagnostic, et aider aussi les proches dans le jeu. Si je reprends le processus de décision, là, on a plutôt la culpabilité des lendemains. C'est trouver des solutions pour arrêter. Dans le forum jeu, ça sera s'en sortir seul avec l'aide de ses pairs. Donc, d'un côté, forum alcool, il veut trouver des solutions. Forum jeu, il veut s'en sortir, mais il veut bien ses pairs. Par contre, généralement, forum alcool, il y a vraiment la culpabilité des lendemains léthargiques, ou des disputes, ou des blackouts, enfin, différentes choses. Le forum jeu, c'est la culpabilité des sommes perdues. Il y en a qui passent leur salaire, qui passent le salaire de leur conjoint, qui volent les cartes bleues de leurs amis. Donc, il y a quand même, ils sont coupables par rapport à l'argent. Voilà. Donc, il y a ceux qui recherchent des adresses de soins, de cure ou autres solutions alternatives, et il y a ceux qui recherchent plutôt du soutien parce qu'ils ne se sentent pas compris par leurs proches. Donc là, le rôle du modérateur, ça sera vraiment d'aider au processus de décision entre une abstinence totale et une réduction des risques. Ça sera aussi informer sur les différentes solutions alternatives et ce sera aider donc à la planification d'un plan de route, d'une feuille de route pour amorcer le sevrage. Ensuite, la 3e catégorie de personnes qui sont vraiment dans leur premier pas, eux, c'est intéressant, c'est qu'ils se posent beaucoup de questions sur les symptômes psychologiques. Donc, ils savaient qu'ils auraient du craving, qu'ils auraient du mal à résister, mais ils ne savaient pas qu'ils seraient tristes, qu'ils auraient du mal à dormir, enfin voilà. Donc, il y a vraiment des symptômes psychologiques insoupçonnés. Et ça les inquiète, et ils viennent sur le forum pour demander si c'est normal, en fait. Ils s'inquiètent de ça.
Après, ils viennent aussi pour résister. Ils disent, bah, je vais venir pour écrire à mes pairs, ça me fait du bien, je me sens soutenue, donc ça fait du bien. Ils viennent, là, ils ont vraiment besoin de quelqu'un presque, enfin, 24/24 avec eux pour résister au quotidien. Ils sont vraiment dans les premiers jours de sevrage. Voilà. Il y a une personne qui était venue sur le forum pour anticiper le retour de la cure. Ça faisait un mois qu'elle était en cure, elle allait revenir, elle avait peur, donc elle est venue sur le forum pour essayer d'avoir un soutien par les pairs pour résister une fois qu'elle serait retournée au domicile. Donc ça, c'est la partie plus alcool. Dans le forum jeu, c'est plus des personnes qui essayent de résister. Alors, il y avait les personnes qui avaient commencé leur premier pas de sevrage, qui viennent de prendre un rendez-vous chez un professionnel de santé, mais qui doivent attendre 3 mois pour avoir le rendez-vous. Donc là, le forum, ça sert vraiment d'intermédiaire pour attendre ce rendez-vous. C'est un peu de distracteur. Ils ont vraiment besoin pour résister face au délai d'attente. Il y en a d'autres aussi qui viennent, qui viennent pour résister avant d'avoir tout perdu. Et ensuite, il y avait un cas un peu particulier, donc c'est pas vraiment des jeux d'argent et de hasard, mais c'est une personne qui était dépendante de la bourse. Et un jour, elle avait un peu comme si on pouvait jouer au loto, finalement, qu'on avait un numéro fétiche. Et en fait, la personne, malheureusement, le jour où elle a décidé d'arrêter, finalement, elle se rend compte que la décision de sevrage, la décision d'arrêter, l'a empêchée de gagner de l'argent. Donc là, elle est arrivée sur le forum complètement désespérée. Donc là, le rôle des patients experts, ça va vraiment être d'être accompagnés quotidiennement, aider à résister, les distraire, les encourager, les rassurer sur les symptômes de manque. Donc voilà, c'est vraiment les accompagner de façon assez régulière, assez serrée. Ensuite, j'avais parlé de ma 4e catégorie. Donc là, j'ai dit que dans cette catégorie-là, il y a même carrément 4 catégories. Donc, dedans, on retrouve en grand thème de discussion, il y a vraiment la peur des situations à risque, les envies de consommation et tentatives de RDR. Donc, soit ils en ont assez d'être en sevrage total et ils aimeraient bien recommencer, mais en réduction des risques. Donc, ils viennent sur le forum pour essayer de savoir si c'est possible, essayer de réussir comme ça. Ensuite, il y a les vraiment désespérés qui viennent ils sont désespérés parce qu'ils ont tout essayé et rien ne fonctionne. Et ensuite, il y a une grande partie qui viennent suite à des événements malheureux et qu'on rechuté. Et donc, ils viennent sur le forum voilà, pour essayer de recommencer le processus. Dans la partie jeu, ils viennent beaucoup parce que finalement, les stratégies de contournement ont échoué. Parce qu'ils ont beau fermer leur compte, finalement, ils les réouvrent. Là, il y en a beaucoup qui sont complètement en rejet définitif des thérapies. Rien ne fonctionne et voilà, donc ça, on le retrouve quand même dans les deux. Finalement, cette histoire de thérapie, c'est personnes désespérées des thérapies viennent sur le forum justement pour essayer de trouver quelque chose d'autre. Voilà. Et donc là, le rôle de patient expert, c'est vraiment la prévention de la rechute. Mais je ne vais pas trop me lancer dedans. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je pense que c'est bientôt fini. Vous avez encore quelques minutes. C'est bien, je vais vérifier. Bon, je vais me dépêcher, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Alors, pour quantifier un peu, je vous ai parlé de ces catégories, pour quantifier un peu, parce que bon, ça donne un peu une idée. Donc, il y a quand même, donc si je vous montre, alors, ici, sur les 31%, c'est toutes les personnes en fait, qui sont en train de prendre la décision de sevrage. C'est quand même une grosse partie. Il y a près d'un tiers des personnes qui sont pas encore dans les premiers pas, qui viennent vraiment pour avoir de l'information, pour savoir comment faire, pour établir leur plan de route. Donc, c'est quand même une grosse proportion. Et après, bien sûr, il y a beaucoup aussi un tiers des personnes que j'ai appelé un peu les rechuteurs. Et à l'intérieur, on peut encore les rediviser. Bon, voilà, je vais passer rapidement là-dessus. C'est pour avoir un peu une idée pour quantifier un peu les différents profils. Et alors, les patients experts avec qui j'avais travaillé, l'association FPEA, pardon, ils m'avaient fait judicieusement remarquer que mes catégories ressemblaient beaucoup au modèle de Prochaska, qui est utilisé dans les thérapies motivationnelles. Donc oui, complètement. Donc brièvement, le modèle de Prochaska, c'est tout un processus de changement avec, on part d'une pré-contemplation, une pré-intention. Ensuite, on commence à se poser la question. Ensuite, on prépare son action. Ensuite, on est dans l'action. Ensuite, on maintient ou alors on rechute. On retrouve un petit peu, c'est vrai, les grandes catégories. Sauf que si je reprends finalement ce modèle, que justement on avait retravaillé avec les 2 médecins remplaçants du professeur Reynaud, c'est que finalement, quand on prend le modèle de Prochaska, les catégories du forum, on voit qu'elles sont entre chaque étape, en fait, parce que la personne, elle est déjà motivée. Elle n'est pas là, en fait,
En fait, les personnes qui vont voir des addictologues sont peut-être ces personnes-là dans les cases déterminées par Prochaska, c'est-à-dire la précontemplation, etc., l'intention. Mais en fait, alors, les A0, ce seraient ceux qui ne sont pas concernés par le sevrage. Il n'y en a pas sur le forum. Quand ils viennent sur le forum, c'est que déjà de base, ils sont concernés, hein, bien évidemment. Mais par contre, il y a ceux qui se posent la question ici. Mais ceux qui se posent la question, ils ne sont pas encore pensés à arrêter. Ils ne sont pas encore là. Donc, ils sont avant la contemplation. C'est pareil pour les A2, c'était pour trouver des chiffres au départ, des codes. Les A2, c'est ceux qui sont en processus de décision. Ils n'ont pas encore planifié l'arrêt. Ils sont en train de le faire. D'accord? Et c'est ça quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que si je prends voilà, donc ceux qui sont dans les premiers pas, oui, ils sont dans l'action, mais ils sont tout début de l'action. Et eux, ils ne sont pas encore dans la peur de craquer. Ça, c'est ce que j'ai appelé les tout débuts, là, les premiers, ma première catégorie des A4, enfin des rechuteurs. Ils n'ont pas encore peur de recraquer, eux. Ils sont à fond. Ils ont juste besoin d'être très motivés. Ils sont très motivés, mais par contre, ils ont peur de leurs symptômes de manque. Donc, ils ne sont pas tout à fait encore, ils sont dans l'action, mais ils ne sont pas encore dans la peur. Ceux qui sont dans la peur, c'est ceux qui ont déjà un peu résisté depuis un petit moment. Et ils ont vraiment peur, là, ils sentent qu'à l'approche des vacances, à l'approche de multiples possibilités, potentiellement, ils pourraient rechuter. Donc là, ils ont vraiment peur. Voilà, bon, je vais passer là-dessus, mais c'est pour que vous compreniez que finalement, dans le forum, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas les mêmes personnes enfin, les addictologues ne sont pas les mêmes personnes sur le forum que les personnes voient, que celles que les addictologues voient. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. Et notamment, on n'est pas dans on n'est pas dans des stades de motivationnel, on est vraiment dans de la pratique. Où est-ce qu'elle en est? Quel est son besoin opérationnel? Et quelle est l'utilité? Qu'est-ce qu'elle cherche? Donc, je vais juste passer là-dessus. Voilà. Je vais vous montrer ce modèle. C'est que si je reprends, en fait, donc là, j'ai repris ces grandes étapes, donc de Prochaska ou les étapes des données empiriques. J'ai essayé de leur mettre des noms. Après, les noms, tout est absolument transformable. C'est pour que ce ne soit pas des codes, en fait. Je trouve ça plus intéressant. Donc, ce qui est intéressant quand même à retenir dans le forum, c'est que toutes les personnes, c'est bien de voir ce qu'elles ont besoin, quelles sont leurs utilités, mais c'est intéressant de voir que tout ce qui a déclenché finalement le passage au forum, la visite du forum, ce ne sont à chaque fois que des conséquences négatives. À chaque fois, ils vont parler des conséquences négatives de la consommation qui va les entraîner à aller voir le forum. Donc, soit pour changer, soit pour se poser des questions, mais à chaque fois, c'est les conséquences négatives de la consommation qui entraînent le début de sevrage. Avant la conséquence négative de la consommation, bien évidemment, il y a la consommation. Donc là, comme on consomme à plusieurs, tout seul, il y a différentes choses qu'on pourrait distinguer dedans. Et ensuite, qu'est-ce qui va déclencher la consommation? Bon, ça, c'est toutes les situations à risque de consommation. Là, je ne suis pas dans des attentes ou des croyances, je suis vraiment dans de l'anthropologie des pratiques et des usages, dans des événements, dans des situations explicatives. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attente et de croyance. C'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je regarde et j'observe à mon échelle. C'est ça. Donc, si je reprends, j'ai noté, je reviens en arrière. Donc, j'ai essayé de répertorier un peu tous les déclencheurs de la rechute, enfin, tous les déclencheurs de la consommation ou d'une rechute, toutes les situations à risque de rechute. Donc, il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a tout ce qui est ce que j'ai appelé des événements sociaux prévisibles. Donc, les soirées, la pulsion du soir de 19-21h, le vendredi soir, les repas en famille, entre amis, les week-ends, les réveillons, les fêtes, etc. Donc, les vacances. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être prévisibles et donc qu'on pourrait donc essayer d'accompagner peut-être un petit peu mieux sur tout ce qui est prévisible, du moins, peut-être avec des pop-up le vendredi soir pour les aider ou faire des animations plus au moment où c'est compliqué pour les personnes, par exemple. Ça fait des idées. Bon, ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est événements malheureux non prévisibles. On ne peut pas y faire grand-chose, mais on peut l'accompagner. Donc, dans les événements malheureux, on avait donc dans la vie professionnelle, ça peut être un licenciement, un harcèlement, un décès d'un proche, etc. Après, il y avait aussi la vie de couple, les adultères, le libertinage, les divorces, les disputes, enfin, plein de choses qui fait que finalement, les personnes vont rechuter ou reconsommer à excès, on va dire. Et ensuite, il y avait tout ce que, alors je l'ai mis dans la catégorie action orientée vers un but, mais il y a les gens qui vont se consommer. Donc, ça peut être pour se sevrer d'une autre addiction. Donc, ça, sur le forum, on le voit, des personnes qui se sont mises à boire parce qu'elles avaient arrêté le tabac ou pour un sevrage, donc des troubles comportement alimentaires. Ils s'étaient mis finalement à boire. Donc, finalement, le sevrage d'une addiction entraîne finalement d'autres addictions. Il y a aussi des personnes qui voulaient vaincre leur solitude, l'ennui, s'occuper, passer le temps.
Bon, après, il y a toute l'histoire de vaincre la timidité, être un peu moins introverti, sociabiliser, s'intégrer dans un groupe. Il y avait une personne qui buvait pour ne pas perdre son conjoint. Bon, on trouve un peu de tout. Il y a aussi voilà, des personnes qui vont boire pour dormir ou pour rester minces. On l'a vu sur le forum. Donc, ça peut être intéressant finalement de noter tous ces déclencheurs pour essayer de prédire finalement peut-être des situations à risque pour la personne. Je pense même à essayer d'intégrer ça dans des applications mobiles. Voilà. Ensuite, dans les conséquences négatives, ce qui est intéressant dans ces conséquences négatives, en fait, c'est que c'est des déclencheurs de visite du forum, mais c'est que donc c'est un levier motivationnel pour le sevrage. Et donc la résistance à la rechute. Et quand la personne elle est en train de rechuter, on peut peut-être essayer de lui rappeler justement ces conséquences négatives. Donc, dans les conséquences, il y a tout ce qui est cognitive, neuropsychologique, donc perte de mémoire, baisse de concentration, trouble du sommeil, mais il y a aussi les disputes conjugales, les divorces. Donc on voit bien que les disputes, ça peut être un déclencheur comme une conséquence finalement. Donc, conséquences cognitives, conséquences sociales, il y a les conséquences comportementales, donc changement de personnalité, agressivité, violence. Bon, après, il y a les personnes qui finissent en pleurs. Et donc, il y a plusieurs conséquences. Il y a les personnes qui détruisent leur santé, il y a ceux qui grossissent, il y a ceux qui trouvent que leur visage a grossi. Donc, finalement, ça leur donne envie d'arrêter. Et après, il y a tout ce qui concerne la honte, la culpabilité, la colère, la tristesse, l'estime de soi dans les chaussettes. Donc, on retrouve plein de choses. Et ça, finalement, toutes ces conséquences négatives va pousser les personnes à aller sur le forum. En ce qui concerne le jeu, alors les déclencheurs, j'en ai détecté 6. On en retrouve certaines en lien avec l'alcool. Donc il y a l'ennui, bien sûr, il y a la rupture biographique aussi ou les événements malheureux. Mais ce qu'on n'a pas, par contre, avec l'alcool, c'est une pub sur le téléphone. Peut-être qu'on pourrait l'avoir, mais on n'a pas l'accès tout de suite au jeu. Et ensuite, il y a tout ce qui est le fait de perdre de l'argent, donc ce que j'avais appelé la phase de perte et la phase de gain. Donc gagner de l'argent, ça peut être un déclencheur de jeu excessif, si vous voulez, et perdre de l'argent aussi. Et bien sûr, après, il y a les héritages. Donc, les héritages, c'est un événement malheureux, mais pour un joueur, ça veut aussi dire de l'argent. Et de l'argent, pour un joueur, c'est parfois problématique, ça peut l'entraîner à rechuter. De plus qu'il est triste, certainement, du décès. Donc voilà, c'est les héritages, c'est vraiment des déclencheurs prépondérants de jeux excessifs. Donc, ces déclencheurs de l'usage de jeu. Ensuite, si on regarde les déclencheurs de visite sur le forum, là, on en trouve d'autres. Donc, il y a ceux qui ont perdu des sommes conséquentes, bien sûr, mais c'est aussi après avoir volé un proche ou avoir été violée. Il y avait une femme qui est venue, elle était très coupable parce qu'elle avait volé la carte bleue d'une amie. Donc, elle s'en voulait, et donc c'était sa décision, c'est pour ça qu'elle voulait absolument arrêter. Elle était triste d'en être arrivée là. Il y a ceux qui ont carrément une femme qui a quitté son proche pour le protéger, et elle est venue sur le forum juste après pour certainement décharger. Donc, on voit quand même toute l'utilité d'un forum. Les personnes ont besoin d'avoir des gens pour les écouter assez rapidement et bienveillants, et encore plus sur des pairs qui peuvent les comprendre. C'est sûr que ça a un avantage non négligeable. Après, il y a aussi des personnes qui n'osent pas parler à leur banquier. Donc, on va essayer, les personnes experts, on va essayer de les aider, les encourager à relativiser finalement, parce que le banquier sait déjà qu'il a des problèmes d'argent, a priori. Donc c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans l'alcool. Après, on trouve des personnes qui essaient de résister en attendant le rendez-vous chez le professionnel de santé. Il y a par désespoir des thérapies, je l'avais déjà dit, ou après, une dispute. Et donc, les besoins opérationnels des visiteurs, donc l'utilité perçue du forum pour eux, c'est soit s'informer, s'encourager, résister, patienter, témoigner ou avoir du soutien social. Et donc, pour conclure, finalement, il y a 4 grands profils pour les joueurs qui sont quand même très en lien avec leur confiance finalement au monde médical. Et aussi, je trouve, par rapport à ce qu'on appelle le LOC, le locus of control, donc c'est la contrôlabilité perçue des personnes, si elle est plutôt interne, s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir seuls, ou si plutôt ils ont plutôt un LOC externe, donc ils pensent que ce qui leur arrive, ils ne peuvent pas le contrôler, donc ils vont plutôt aller chercher des solutions alternatives, mais pas par eux-mêmes. Donc, il y a 4 personnes qui sont venues sur le forum pour tenter d'arrêter de jouer sans être professionnels. Donc là, vraiment, le forum a un vrai enjeu de compensation du médecin ou de l'addictologue. Il y a ceux qui, au contraire, essaient de résister en attendant les 3 mois de délai de rendez-vous. Il y a ceux qui sont complètement désespérés, donc ils se disent que peut-être que ça va les aider, vu qu'ils ont tout essayé. Et ensuite, il y en a un qui était guéri et qui venait témoigner. Donc là, j'étais arrivée à mon modèle. Donc, pour revenir à tout ça, finalement, on peut penser à ce modèle. C'est vraiment une modélisation des usages dans le processus de sevrage. Si on a des situations à risque de consommation, on consomme, les conséquences négatives,
fait qu'on va rentrer dans un processus d'introspection-décision, on va commencer le sevrage, et puis après, souvent, on va re-être tenté, ou alors on va anticiper les rechutes. Les personnes sont là, dans l'anticipation des rechutes. Enfin, je bouge les mains, mais en fait, vous ne voyez pas. Donc voilà. Et donc je vais conclure. Alors j'avais fait tout un tableau, mais je ne vais pas en parler maintenant, je crois que c'est fini. Tout un tableau pour montrer où est-ce qu'on peut en arriver avec ça, en fait, quand on décortique. Juste pour, voilà, donc les enjeux de visite, comprendre, changer. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit. Le registre, un peu l'émotion. Là, c'est plutôt la suspicion, le sain et le malsain. Dans la décision, on va plutôt retrouver de la culpabilité, de la honte. Les A3, de ceux qui sont en train d'initier le changement, eux, ils sont vraiment dans l'excitation, dans l'espoir. Ils ne sont pas du tout dans la peur encore. Par contre, c'est eux, ceux qui anticipent, qui ont peur de rechuter, eux, ils sont dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Ensuite, il y a ceux qui sont tentés. Donc, eux, ils sont plutôt dans la nostalgie, par exemple. Donc, il y a la littération. Eux, ils sont tristes, mais ils sont encore motivés à recommencer. Et ensuite, il y a ceux qui sont désespérés. Donc, essayer de trouver un peu des émotions et voir comment, après, les applications peuvent jouer sur ces émotions-là. Mais pas la peine de jouer sur la peur si la personne n'a pas peur. Vous voyez, il faut essayer d'être un peu cohérent. Pas la peine de lui parler de solutions alternatives si elle a déjà essayé ou qu'elle n'a pas du tout envie d'aller voir un médecin. Donc, il faut essayer de s'adapter et de s'adapter aux besoins opérationnels des visiteurs, finalement. Donc, j'avais mis tous les déclencheurs de visite. Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher, quelles sont les spécificités des joueurs, quel est le rôle d'un patient expert modérateur finalement pour chaque profil, et puis quelles solutions on pourrait envisager via le numérique. Donc, c'est un peu des idées à voir, que ce qu'on pourrait mettre sur l'introspection. Eux seraient plutôt des capsules vidéo, ceux qui veulent juste avoir de l'information, ça peut même juste être des liens vers des ressources externes sur le DSM, enfin tous les outils diagnostiques. Là, la décision, ça pourrait être un annuaire, tout un lien de structure géolocalisée pour qu'ils puissent savoir où aller, qui peut les aider, donc se faire un carnet de bord, un patchwork d'activités, enfin, essayer de créer leur plan de route, mais leur feuille de route, mais essayer de le créer peut-être avec une application. Pour ceux qui commencent, eux, ça faudrait vraiment, alors là, des petits jeux type Candy Crush, des Tetris, enfin, là, il faut vraiment, c'est pour lutter contre le craving, mais c'est aussi pour les stimuler. Ils ont aussi beaucoup besoin de parler, donc il faut de l'humain derrière quand même. Là, il ne faut pas que du numérique. Je dis ça dans le sens que l'introspection, par exemple, ils ont besoin d'informations. C'est toujours bien d'avoir des pairs, mais là, la valeur ajoutée, elle est moins visible que, par exemple, les A3 ou les A2. D'après moi, hein, bien sûr. Donc voilà, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. On pourrait même faire des serious games, de situations à risque, s'entraîner pour résister virtuellement. Enfin, pour chaque profil, ce qu'il faudrait déjà, c'est arriver à les déterminer pour après leur proposer l'outil adapté. Donc, je ne vais pas vous faire tout le tableau. Je vais juste conclure sur les pistes de recherche-action. Donc, il y a plein d'avantages à ce forum. Déjà, il y a l'anonymat. Il y a aussi pas mal de personnes qui ont écrit sur le forum qu'elles allaient sur le forum parce qu'elles ne voulaient pas, elles avaient peur qu'on voit leur voiture, par exemple, garée devant un groupe de parole. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont cachées et qui ne veulent pas le dire. Donc, l'anonymat, c'était l'avantage plus du forum. Ensuite, bien sûr, il y a la gratuité, il y a la liberté d'action, le non-engagement, il y a la liberté de parole. Après, c'est tout un divertissement, c'est un soutien aussi pour résister au craving, le fait de pouvoir parler avec des personnes. Ensuite, il y a la réactivité des patients experts, des modérateurs du forum qui est assez exceptionnel. Enfin, en moins de 24 heures, ils ont une réponse. Donc, c'est plutôt exceptionnel. Mais par exemple, si on voit les profils A3, enfin ceux qui sont dans l'initiation, 24 heures, même si c'est exceptionnel, c'est trop tard. C'est trop tard. Eux, ils ont besoin de quelque chose très, très vite, presque dans l'heure, pour pas craquer. Qualité des réponses, alors là, elle est exceptionnelle aussi. C'est des longues réponses personnalisées par des gens qui ont été formés, qui savent ce dont ils parlent. Ils connaissent les addictions qui sont passées par là, qui ont été sevrées. Donc, vraiment, c'est des qualités de réponse. Ce n'est pas juste un forum de pairs en souffrance addicts. C'est vraiment, là, il y a des personnes expérimentées derrière. Voilà. Donc, et puis, en plus, il y a donc, bien sûr, sur toute la richesse du contenu informatique annexe donc, du village Addicted dans lequel il y a le forum. Donc, le forum, c'est vraiment un outil intéressant pour une personne à différents profils d'ailleurs. Il y a quand même une question, je me posais quand même la question sur l'acceptabilité, parce qu'il y a quand même, déjà, il y a près d'un tiers des visiteurs qui n'envoient qu'un post, donc il y a 21 personnes, là je parle vraiment sur les personnes de l'alcool. Il y a plus de la moitié qui envoient 3 posts ou moins.
Donc, est-ce qu'ils ont déjà trouvé leur réponse? Est-ce que finalement, ils ont trouvé le forum inutile ou inutilisable? Parce que peut-être que dans l'inutilisabilité, il y a quand même un facteur important par rapport au forum. C'est la facilité d'usage, c'est pas ça, bien sûr, c'est facile d'usage en forum. Par contre, c'est est-ce qu'ils peuvent se cacher de leur conjoint, par exemple? S'ils veulent pas en parler à leur conjoint, vu que c'est sur un ordinateur et que le conjoint est à côté, ils vont peut-être pas pouvoir en parler. Donc, peut-être c'est pas toujours pratique en fonction des modes de vie. Donc, voilà, il y avait une forme de méfiance, parce qu'il y avait l'idée d'essayer de faire une sorte de fiche de suivi, de base de données des visiteurs pour essayer de les accompagner au mieux. Mais alors, les patients experts avaient peur de les perdre. Donc, pour eux, leurs membres, en fait, si on commence à leur dire qu'ils vont être fichés, ils vont partir, ou du moins, ils vont en perdre une partie. Donc, c'était vraiment pas du tout l'enjeu. Donc, déjà, il y avait ça. Mais en fait, quand on creuse un peu pourquoi s'ils sont fichés, c'est en fait parce que c'est par rapport à cette sécurité. En fait, on aimerait tous faire ça, j'ai l'impression, mais on a peur pour cette fameuse sécurité des données, parce que on pourrait faire des super outils qui seraient utiles aux personnes, mais si après les données sont récupérées et qu'on peut voir tout le processus d'addiction, bien sûr, les personnes n'ont pas confiance. Donc là, c'est vrai que c'est toujours un peu la même problématique majeure. Comment faire une application fiable pour nos patients, pour les patients, pour que les personnes puissent être accompagnées au mieux, mais sans crainte pour leurs données. C'est quand même un enjeu de taille. Et avant-dernier point, avant de conclure, il y a quand même une majorité de femmes sur le forum, je vais quand même le mettre, sachant que dans les données épidémiologiques, donc à l'échelle macro, même si les femmes, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent dépendantes, ou consommatrices, elles sont quand même moins nombreuses que les hommes et elles boivent quand même de moins grosses quantités que les hommes. Sur le forum, c'est pas ce qu'on voit, au contraire, on voit vraiment une majorité de femmes. On voit plus de 60%. De personnes qui sont sur le forum. Et en plus, on les voit notamment c'est-à-dire que c'est également réparti dans la phase résistance et dans la phase rechute. Par contre, dans la phase introspection, décision et dans les premiers pas d'abstinence, là, il y a clairement la majorité de femmes, elles se retrouvent là. Donc, est-ce qu'il faut faire un focus sur les femmes? Est-ce que ça veut dire que les femmes, quand elles commencent leur abstinence ou quand elles se posent des questions, c'est plutôt des femmes, c'est plutôt dans les premières étapes qu'il y aura une majorité de femmes. Donc, il y a peut-être une action à faire à ce niveau-là. Et enfin, il y avait un peu tout ce qui concernait la comorbidité des jeux d'argent et de hasard. Il semblerait quand même que quand les personnes jouent, très généralement, elles fument, elles boivent et elles prennent peut-être même d'autres choses. Par contre, à partir du moment où elles ont arrêté de se sevrer, enfin qu'elles ont réussi le sevrage des jeux d'argent et de hasard, en fait, elles continuent quand même, par exemple, tabac et alcool. Parce que pour eux, c'est négligeable. S'ils ont réussi le sevrage du jeu, tabac, alcool, c'est pas important. Or, on sait bien, on est quand même dans les addictions, dans la prévention. Il faut continuer de faire de la prévention pour toutes les substances. Donc, c'est un peu tout se passe comme si l'arrêt du jeu rendait innocentes les autres addictions et on sait bien que ça peut quand même être dangereux. Donc, est-ce que ça pourrait être utile de faire un programme commun tabac, alcool, jeu? Qu'en pensent les joueurs? Voilà. Donc, finalement, pour la suite, c'est comment attirer des joueurs pour les accompagner dans le processus de sevrage ou de réduction des risques à travers un forum ou à travers ce forum. Comment s'assurer ensuite du suivi des visiteurs qui le souhaitent, bien sûr, s'ils le veulent. Et quelle sécurité de leurs données, du coup, on pourrait leur proposer. Quelle utilité d'un accompagnement donc, en lien avec la polyaddiction. Peut-être que c'est un processus global et peut-être à réfléchir. Après, c'est est-ce qu'on peut, et si oui, comment faire de la réduction des risques avec des joueurs excessifs? Et finalement, comment intégrer les sciences cognitives pour l'accompagnement des joueurs excessifs? Dans le sens, je n'ai pas trop eu le temps d'en parler, mais par exemple, on sait que les personnes qui ont je parlais du cortex préfrontal, mais on sait que les personnes qui ont des soucis au niveau du cortex préfrontal, elles vont avoir plus de mal à se sevrer ou à résister ou à maintenir leur résistance. Donc, et par contre, il y a d'autres études que je n'ai pas mises là, mais qui montrent que quand on fait travailler les personnes sur leur mémoire, les fonctions exécutives, tout ce qui empêche le sevrage, finalement, elles arrivent mieux. Il y a moins de risque de rechute quand les personnes sont stimulées sur leurs fonctions exécutives et tout ce qui est en lien avec le cortex préfrontal. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'entraîner les personnes au moment opportun avec de la cognition, des outils plus cognitifs? Voilà. Je vous remercie de votre attention.